Commencer à l'heure, parce qu'on a pas mal de diapositives à passer, notamment la partie finale du cours d'hier que je n'ai pas pu passer. Bon, je l'ai mise à la fin du cours d'aujourd'hui. Et j'espère que j'aurai le temps de vous en parler, la classification des maladies métaboliques. Et sinon, j'ai changé dans le cours d'aujourd'hui juste l'ordre de présentation entre les chapitres 2 et sous-chapitres 2 et 3. Parce que bon, il y a deux logiques différentes pour les présenter, mais de cette manière-là, ça va être peut-être un peu plus linéaire. En fait, nous avons les acides gras, c'est la lipogénèse aujourd'hui essentiellement. Donc d'abord la biosynthèse des acides gras, donc la voie opposée, si vous voulez, à la bêta-oxydation des acides gras. Et on parle là d'acides gras saturés, donc sans double liaison. Et ensuite, je vais vous parler de la synthèse des eicosanoïdes, ou disons de la diversité des eicosanoïdes notamment. Ce sont des acides gras polyinsaturés, donc avec des doubles liaisons, particuliers impliqués dans la signalisation. Et ensemble, donc les acides gras saturés et insaturés, soit que saturés, sinon en général mélangés, participent avec notamment un squelette glycérol ou un squelette sphingosine à la synthèse des lipides complexes, qu'on appelle les lipides complexes, d'accord, qui sont juste l'union d'acides gras et de ces autres molécules-là, on a déjà dit un mot. Ensuite, il y a le cholestérol qui est dérivé directement de l'acétyl-CoA et qui est métabolisé avec les triglycérides au sein du système des lipoprotéines, et on verra ça rapidement. Et tout ça autour de la problématique de la lipidomique, donc de l'étude d'une quantité très importante de marqueurs lipidiques, et donc quel est son intérêt à l'hôpital, et voilà quelques notions de omique à l'hôpital, et ensuite la classification des maladies métaboliques, pour la reprendre, et vous donner un peu une vision globale de toutes les maladies que vous pouvez rencontrer dans cette discipline. Et en fait, pour cadrer ce que vous avez vu et ce que vous allez voir dans cet enseignement. Alors, biosynthèse des acides gras. Je voulais vous dire, vous savez que les cours sont non seulement filmés, mais il y a aussi un PDF qui peut être téléchargé. Et donc, quand je m'aperçois qu'il y a une erreur comme une faute de frappe, vous vous souvenez de la transhydrogénase, je l'ai fait corriger dans le PDF. Peut-être pas tout de suite, donc ça dépend à quel moment vous l'avez téléchargé, mais s'il y a des petites fautes de ce type, je les ai mis. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a eu 2, je crois, en total. Et évidemment, il y a toutes les diapos que je rajoute par rapport aux polycopies. Donc là, je voulais juste reprendre ce qu'on a vu en introduction des nucléotides et de la croissance, en fait, en général, pour juste vous rappeler que la croissance, donc, elle est cellulaire, elle est basée largement sur la production de nucléotides, donc de riboses phosphates et de jointes à des bases azotées. Et ces deux classes sont triglycérides et en fait phospholipides ensemble, on va le voir, et sphingolipides qui constituent les lipides complexes. Et tout ça, en fait, n'a largement qu'une seule origine. Ce sont des dérivés de la glycolyse que vous voyez là, à l'exception de quelques autres, évidemment, composés qui peuvent être évidemment obtenus de l'alimentation ou qui sinon peuvent être synthétisés comme la glutamine et l'aspartate. Et je vous avais dit dans ce cas-là, le cycle de Krebs et aussi la chaîne respiratoire peuvent être impliqués. Voilà, la chaîne respiratoire étant impliquée aussi dans la synthèse des pyrimidines. Donc il y a une petite participation du cycle de Krebs de la chaîne respiratoire, mais je vous ai dit, la croissance a lieu souvent dans des conditions semblables qui miment une hypoxie. Donc c'est quelque chose de comparable à la pseudo-hypoxie, ce qui veut dire que la charge en phosphorylation oxydative est assez limitée. Tout se passe largement au niveau cytoplasmique. Les molécules sont ensuite transférées dans la mitochondrie, mais la mitochondrie est souvent, dans des conditions habituelles de croissance, un peu au repos. Elle travaille moins que la glycolyse et tous ces processus qui sont là. Donc, relation étroite entre la glycolyse et la croissance, et beaucoup plus souvent que la chaîne respiratoire, même si elle est impliquée soit un tout petit peu, et parfois d'une manière plus élevée, mais plus rarement. Donc là, aujourd'hui, on va parler de ça, en fait.
essentiellement de triglycérides et phospholipides, et aussi de cholestérol, qui dérive donc de la fusion de l'acide gras avec soit le glycérol 3-phosphate pour les triglycérides et les phospholipides, soit avec la sérine pour les sphingolipides. Et juste pour vous dire, il y aura des questions de ce type à l'examen. C'est en fait des questions un peu de synthèse, mais relativement simples. Je vous le dis d'emblée, si vous voulez, je vous donne d'autres exemples, vous pouvez les mettre sur le site web, hein, et vous serez contacté par email. J'essaie dans tous ces cours de comparer pas mal de situations différentes et pas mal de voies métaboliques pour voir quel est leur intérêt général dans leur relation. Et parce qu'il y a plein de détails qui sont pour les spécialistes, hein, mais quand même, les questions générales, j'aimerais que vous les appreniez. Et donc, vous voyez, par exemple, ici, on vient de parler de croissance et métabolisme. Quelles sont les principales voies anaboliques de la cellule? Et donc, clairement, phospholipides pour 12-phosphate, ça fait pour faire le ribose, 5-phosphate, les bases azotées, bien sûr. Donc, la seule proposition fausse, c'est la chaîne respiratoire. C'est vrai qu'elle est impliquée un tout petit peu, je vous le dis de temps en temps, parfois plus que d'habitude, mais voilà, donc la proposition fausse, c'est que ce n'est pas une principale voie anabolique, la chaîne respiratoire, d'accord? Même si elle fait de l'ATP peut être utilisée pour faire de l'anabolisme aussi. Et de la même façon, une autre façon de présenter les choses, quelle voie métabolique a un rôle prédominant dans la croissance cellulaire? Encore une fois, ce n'est pas la chaîne respiratoire, ce n'est pas la bêta-oxydation des acides gras qui a un rôle uniquement catabolique, même si de temps en temps, elle peut assister à la croissance, bien entendu. Et par contre, la glycolyse, elle est au centre de ce qu'on a dit, d'accord? Et c'est important de voir quelle est l'implication en fait, pratique de ces choses. Donc, tout est dans la manière où on dit à quel est le niveau auquel on se place pour énoncer quelque chose. Et donc, là aussi, le C est exact dans les deux cas. D'accord ? Après, il y aura des questions un peu plus, mais juste par rapport au texte, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, biosynthèse des acides gras, c'est une élongation, en gros, de l'acétyl-CoA par d'autres acétyl-CoA, donc par 2 unités de carbone. Et il y a l'acétyl-CoA qui est un peu le substrat initial, auquel on rajoute donc des acétyl-CoA en séquence, mais pour les rajouter, ils sont activés par carboxylation. On rajoute un CO2 et le produit étant le malonyl-CoA. Donc on passe de l'acétyl-CoA à malonyl-CoA à 3 unités de carbone. Et on transfère à une protéine ACP, acide carrière protéine, qui va ensuite permettre à la décarboxylation. On rajoute un CO2 pour l'enlever aussitôt. Et donc, cela est fait par la FASN, fatty acid synthase, qui est un polypeptide avec beaucoup de fonctions qui sont séparées chez la bactérie, hein, sont comme des enzymes jointes entre elles. Et tout ça nécessite du NADPH, et voilà, c'est peut-être plus simple à voir ici. Vous avez un acétyl-CoA initial ici, qui va être soit le point d'origine, hein, donc lié à une protéine ACP, sinon elle va être carboxylée et liée à la protéine toujours ACP, pris en charge par la FASN, donc la fatty acid synthase. Et vous voyez une décarboxylation de la molécule malonyl-CoA qui a lieu pour faire une molécule qui est maintenant à 4 carbones, hein, qui a pris 2 carbones ici, 2 carbones là, avec une décarboxylation. Donc là, on part 2 plus 3 égale 5, moins 1, 4. Donc on est passé d'un acétyl-CoA à un butyryl-CoA, joint en fait à l'ACP, donc c'est une butyryl-ACP. Hein. Et ensuite on continue, on utilise ça avec un autre malonyl-CoA, qui lui aussi donc, va être décarboxylé. On passe de 4 à 6, de 6 à 8, de 8 à 10, et ainsi de suite. D'accord ? C'est un peu compliqué, mais vous voyez, l'activation est quand même coûteuse, hein, parce qu'elle nécessite de l'ATP et une carboxylation qui est suivie immédiatement d'une décarboxylation. Et la carboxylation est catalysée par l'acétyl-CoA carboxylase. Donc, si vous faites un peu le bilan de la synthèse d'un palmitate, donc à 16 unités de carbone, donc à partir de 8 acétyl-CoA, et vous comptez combien il y a de NADPH qui sont utilisés. Vous avez vu, il y en a 2 par acétyl-CoA rajoutés, donc ça fait 14, parce qu'on en rajoute donc 7 en partant de 1 qui est utilisé comme amorce, si vous voulez. Donc, un NADPH, comme vous le savez, ça a exactement le même pouvoir redox qu'un NADH, donc ça vaut en gros 2,5 ATP.
en moyenne. Donc vous multipliez ça par 14, qui est le nombre de NADPH, plus donc 7 ATP qui sont utilisés pour l'activation en malonyl-CoA. Et vous avez donc une consommation en énergie équivalente à 42 ATP. D'accord ? Et si vous faites un calcul semblable de la partie de la bêta-oxydation qui a lieu donc, en tant que bêta-oxydation pour produire de l'acétyl-CoA, sans compter de l'acétyl-CoA qui est ensuite consommé dans le cycle de Krebs, hein, acétyl-CoA égale 10 ATP, mais on s'arrête à l'acétyl-CoA pour être comparable avec la biosynthèse des acides gras. Dans ce cas-là, vous avez l'équivalent, vous avez un NADH, un FADH2 qui sont produits, ce qui fait 2,5 plus 1,5 ATP, 4, fois 7, moins 2 pour l'activation en CoA initiale, de l'acide gras en CoA, et vous consommez donc, vous produisez, par contre là c'est une bêta-oxydation, 26 ATP. D'accord ? Donc pour arriver à l'acétyl-CoA. Et ensuite l'acétyl-CoA rentre dans le Krebs et chaque acétyl-CoA va produire 10 ATP. Donc si vous faites la synthèse du palmitate à partir de l'acétyl-CoA, vous consommez 42 ATP. Si vous le dégradez, vous en gagnez 26. Okay ? Donc c'est évident que vous n'avez pas intérêt à le produire, le dégrader, à faire un cycle futile entre les deux. C'est souvent comme ça. La biosynthèse coûte plus cher que ce que rapporte la dégradation. Mais là, donc, vous avez un différentiel de 16 ATP, qui est beaucoup. D'accord ? Donc on n'a pas intérêt à faire un cycle futile entre production d'acides gras et dégradation d'acides gras, avec l'acétyl-CoA comme point de référence, raison pour laquelle il faut que les deux processus soient dissociés, que si la cellule fait de la bêta-oxydation, elle ne doit pas faire de la production d'acides gras en même temps, et vice-versa. Et la régulation principale de cette dissociation, elle est réalisée par le malonyl-CoA lui-même, le produit donc de l'acétyl-CoA carboxylate, qui est un inhibiteur puissant de la CPT1, qu'on avait vu, hein, la carnitine palmityl-CoA transférase 1, qui est celle qui permet de transférer le résidu acide, la partie acide gras, du CoA à la carnitine pour que les acides CoA de longue chaîne puissent traverser la membrane. D'accord ? Donc, le malonyl-CoA est un inhibiteur de la CPT1 et c'est ce qui permet de inhiber la bêta-oxydation lorsqu'on fait de la lipogénèse. C'est un inhibiteur, un processus important et à connaître. Et voilà, donc, autrement, vous auriez un cycle futile qui est indiqué là par la synthèse en bleu et dégradation en rouge. Ok, donc ça, ce qui est essentiel à connaître sur les acides gras. Donc là, c'était des acides gras saturés, et donc sans double liaison, les acides gras habituels. Et après, il y a des acides gras polyinsaturés, dont notamment les eicosanoïdes, donc, qui ont donné lieu donc, vous voyez, deux prix Nobel notamment, en 1970 et en 1982. D'abord, la découverte d'une fonction importante associée à ces eicosanoïdes parmi toutes les fonctions de signalisation qu'ils ont. Et donc là, c'était, si vous voulez, pas à cause des eicosanoïdes, mais pour quelqu'un qui s'était très fortement intéressé aux eicosanoïdes et qui avait en fait étudié surtout la transmission synaptique des neurones, hein, von Euler, mais qui avait aussi observé que le liquide séminal, s'il est placé sur du muscle lisse, en exérèse bien entendu, il induit la contraction dans des systèmes ex vivo et aussi il a des effets sur la dilatation des vaisseaux. D'où le nom de prostaglandine pour certains de ces dérivés des eicosanoïdes, donc des produits de la glande de la prostate. Et ensuite, la structure de ces en fait, effecteurs, qu'on ne savait pas de quelle nature ils étaient, et qui ont été identifiés comme des lipides, a permis d'avoir donc l'autre prix Nobel en 1982. Et en fait, c'est comme l'a dit comme ça a été dit à l'award du Nobel, c'est un nouveau monde, c'est vraiment un système de signalisation à part, extrêmement complexe et riche, basé sur des acides gras polyinsaturés et primairement l'acide arachidonique. Hein. Donc, ce qui est important à retenir. Donc, les eicosanoïdes sont des acides gras polyinsaturés à 20 unités de carbone. Bon, les acides gras polyinsaturés, on les appelle PUFA en abrégé.
Et donc, parmi dans cette classe, on dénombre les prostaglandines notamment, et beaucoup de composés de cette classe agissent comme des hormones qui agissent donc à faible concentration en tant qu'hormones, avec souvent une action quand même locale, plutôt autoparacrine, hein, donc soit en quelque sorte sécrétée par la cellule, mais avec un effet sur la cellule qui est à l'origine de leur production, ou sinon sur les cellules voisines paracrines, à cause d'une demi-vie courte, et aussi du fait qu'ils sont en fait plus solubles dans la membrane cellulaire qu'en milieu aqueux, donc ça ne peut pas voyager beaucoup dans l'eau. Ils opèrent via des récepteurs à 7 domaines transmembranaires, c'est ça le rôle dans la signalisation, couplé aux protéines G. Et les fonctions sont extrêmement diverses, notamment dans l'inflammation, c'est ce qu'on étudie le plus maintenant, mais aussi la vasoconstriction, coagulation, transport ionique, vous voyez, transmission synaptique et toutes sortes d'autres choses, y compris l'induction de l'accouchement. Donc, ce sont des acides gras insaturés. Donc, il y a un processus de désaturation des acides gras qui est en partie à l'origine de ces molécules, des acides gras insaturés chez l'homme, et qui est basé sur un complexe de 3 protéines membranaires, une réductase, un cytochrome B5, une désaturase, qui fonctionne avec ces 2 coenzymes. Et on peut à la fois faire une élongation et une désaturation. Donc on peut continuer, on arrive au palmitate, on a un palmitate avec 16 unités de carbone, on peut rajouter 2, 18, et ensuite faire une désaturation ou pas, donc rajouter une double liaison. Et donc, en général, les précurseurs chez l'homme qu'on dénombre sont les 4 indiqués ici, hein, linolénate, linoléate, palmitoléate et oléate, qui ont un nombre de carbone indiqué par le préfixe C, hein, donc 18 ou 16, vous voyez là. Et ensuite, le nombre de double liaison qui est indiqué ensuite, hein, 3, 2, 1. D'accord ? Sur la chaîne. Le nombre de double liaisons sur la chaîne. Et donc, ici, vous voyez que le palmitoléate et oléate, oui, oméga aussi, vous voyez là, c'est la position de la double liaison la plus distale du carbone à partir de la fin de la chaîne. D'accord ? Donc, combien de carbone en amont de la fin de la chaîne carbonée, à combien de carbone se trouve la double liaison. Donc là, c'est représenté ici. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a eu. Oui, c'était, en fait, je ne sais pas, il y a un problème dans la conversion. Ça, c'est un delta, en fait, normalement. C'est étonnant. Bon, c'est delta 9, delta 9 et 12, delta 9, delta 9, delta 12, delta 15. Ça, c'est la numérotation de la position de la double liaison par rapport à la position 1 dans la chaîne, qui est celle du carboxyle. Hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, ça arrive à 9. Par contre, la position oméga, c'est par rapport à la fin de la chaîne. Et donc, on remonte à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, moins 6 ici, moins 9, moins 7. Voilà, le delta, c'est par rapport au début, l'oméga par rapport à la fin. Et dans l'oméga, on indique toujours la double liaison la plus distale. Donc, vous voyez, vous avez des oméga moins 3, des oméga 3, oméga 6, et 9 et 7. Et le problème étant que chez l'homme, il n'y a pas de désaturases qui agissent à plus de 10 carbone à partir du carboxyle. Donc, ceux de là qui sont à delta 9 peuvent être produits par l'homme, par désaturation des acides gras saturés correspondants. Ils vont être désaturés, là en position 9, ici, delta 9. Par contre, quand il faut faire double liaison plus loin, il n'y a pas d'enzyme capable de le faire chez l'homme. Et c'est la seule raison pour laquelle ces acides gras insaturés ici sont considérés comme essentiels, donc ils doivent venir de l'alimentation. Donc linoléate et linolénate sont essentiels, alors que ces deux-là sont non essentiels parce qu'ils peuvent être produits chez l'homme. D'accord ? Donc ces deux-là qui sont essentiels sont aussi particulièrement importants parce qu'ils sont à l'origine de l'acide arachidonique pour le linoléate et de l'acide eicosapentaénoïque pour le linolénate. Donc l'acide arachidonique, il est là, et le EPA, il est là. Il y a 20 unités de carbone chacun,
avec 4 doubles liaisons arachidoniques et 5 ici, oméga 3 et oméga 6. D'accord ? Et en quoi donc c'est important ? C'est que l'acide arachidonique ou un intermédiaire ici entre le linoléate et l'acide arachidonique sont à l'origine de prostaglandine, thromboxane, leucotriène, dont on va avoir des exemples, et avec les doubles liaisons toujours avec voilà, ce symbole un peu modifié là, qui devrait être un delta. Et ensuite ici, hydroxylation en particulier, je n'avais pas spécifié dans le polycopier, mais vous avez plusieurs sortes d'hydroxylation, et la plus importante, c'est avec le 15, une position 15 de la chaîne carbonée, et par une lipoxygénase, on va revoir ça, hein, qui donne notamment le 15 HETE, hydroxyéicosa tétraénoïque, qui est à l'origine notamment, on le dit tout de suite, on va le dire tout à l'heure, des lipoxynes. D'accord ? Et ici, c'est l'EPA, par contre, l'autre qu'on avait vu tout à l'heure, qui va être le précurseur de l'acide docosahexaénoïque. Donc, docosahexaénoïque, c'est 22 carbone, toujours oméga 3, qui va être aussi à l'origine de prostaglandine et thromboxane d'une structure différente. Et vous voyez que le nombre de doubles liaisons est différent dans chaque classe. Il y en a une, deux dans les prostaglandines et thromboxane, qui correspondent toujours à des doubles liaisons un peu différentes dans les leucotriènes, mais tout à fait corrélées. Et ça permet de définir les classes principales. Ensuite, il y a l'hypoxine, etc. J'essaie de vous montrer ça. C'est pas à retenir, c'est juste à voir qu'il y a une différenciation structurelle très importante, mais tout à fait codifiée dans les eicosanoïdes. Et cela corrèle ensuite avec des fonctions biologiques. Et pour vous donner un peu une idée de voilà, la structure de ces molécules, leur diversité, voilà, les prostaglandines, elles ont un cycle à 5 unités de carbone ici qui les caractérise. Les leucotriènes, ils ont 3 doubles liaisons conjuguées toujours. Et voilà, après, il y a d'autres structures, le thromboxane et les prostacyclines ici. Donc on part, vous voyez, d'une chaîne, et ensuite on la réarrange un peu comme ça avec des cycles, ou des doubles liaisons, ou avec des hydroxyles. Vous voyez, il y a des modifications de plusieurs sortes. Et ce qui est intéressant en particulier, c'est le devenir de l'acide arachidonique, en rapport notamment à des traitements comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l'aspirine. Et l'acide arachidonique, on l'a vu, il est à l'origine directement d'une série de prostaglandines, thromboxane et leucotriène. Et tout ça passe par une forme intermédiaire qui est appelée la prostaglandine H2, qui est assez instable et qui ensuite est modifiée par d'autres enzymes dans une direction ou dans une autre de la voie. Et la transition entre acide arachidonique et prostaglandine H2 est assurée, catalysée par deux enzymes appelées prostaglandine H synthase. Donc soit la 1, soit la 2, qui ont une fonction notamment cyclooxygénase, appelée COX. Et en général, on parle juste de cette fonction cyclooxygénase. Et donc, il y a deux gènes différents, COX1 et COX2. Un qui a une expression plutôt constitutive, parfois un peu inductible, et l'autre qui est surtout inductible par l'inflammation, COX2, parfois aussi constitutive dans certains types cellulaires. Et globalement, l'une constitutive et l'autre inductible par l'inflammation. Et donc l'aspirine et la plupart des anti-inflammatoires non stéroïdiens sont des inhibiteurs réversibles de COX1 et COX2, en général par acétylation de l'enzyme. Et puisqu'ils affectent à la fois COX1 et COX2, ils ont des effets aussi indésirables en dehors de leur suppression de l'inflammation, leur action suppressive sur l'inflammation. En plus, COX2, on va le voir un peu plus dans le détail, acquiert une néofonction enzymatique. Et c'est-à-dire, au lieu d'avoir la fonction ici d'amener à la production de prostaglandine avec des rôles pro-inflammatoires, elle va modifier sa fonction et perdre sa capacité cyclooxygénase et garder juste une fonction lipoxygénase, et donc produire des lipoxynes qui, elles, ont un rôle anti-inflammatoire. Donc l'aspirine agit à la fois comme un inhibiteur de la voie et inducteur de la production de lipoxynes artificielles, en quelque sorte anti-inflammatoires, par l'organisme, bien entendu, en néofonction. Et donc, pour essayer d'éviter les effets indésirables
indésirables liés à l'inhibition de COX-1 qui est constitutive. On a généré des inhibiteurs, donc, COX-2 sélectifs, mais qui ont montré des effets indésirables graves. Et donc, il y a toute une reconsidération de ces molécules-là. Et pourquoi y a-t-il eu des effets indésirables graves? Parce que dans des tissus différents, vous voyez dans les plaquettes à gauche, là, COX-1, versus les cellules endothéliales, COX-1 et COX-2 ont des effets différents. L'une produisant une molécule qui augmente l'agrégation plaquettaire, l'autre qui la réduit. D'accord. Donc si ces deux fonctions-là, assurées par les deux enzymes, habituellement se compensent, donc si vous inhibez les deux, il ne se passe pas grand-chose à ce niveau-là. Par contre, si vous inhibez uniquement COX-2, cette inhibition de l'agrégation plaquettaire est bloquée parce qu'il n'y a plus de dérivés de COX-2. Et l'autre, par contre, donc elle se retrouve toute seule et non plus compensée. On va augmenter, donc avoir un effet thrombogène, augmenter l'agrégation plaquettaire avec un risque significatif d'infarctus. Donc certaines molécules ont été arrêtées à cause de ça. D'accord. Donc c'est juste parce que c'est intéressant sur le plan physiopathologique. Et ici, donc cette néofonction enzymatique conférée par l'aspirine par acétylation de COX-2, elle est indiquée ici, encore une fois, pas à retenir, juste pour vous montrer que vous allez avoir la production de l'hypoxine, indiquée ici, par COX-2 acétylé, qui sont très semblables à d'autres produites naturellement par une lipooxygénase, on les appelle parfois LOX, parfois LO, qui commence à lipoxygéner la position 15 aussi, donc toujours via le 1,15-HE et HETE et un 15-HETE là, comme on l'a vu, mais qui ont une structure, en fait, une stéréochimie un peu différente, mais sinon c'est exactement la même molécule avec des effets semblables dans les produits qui sont obtenus à la fin. Et donc cet effet anti-inflammatoire des dérivés du 15-HET dans ces deux formes-là. Et donc, voilà une illustration de la fonction des eicosanoïdes en rapport avec l'inflammation. Ici, vous avez un macrophage, un globule blanc, donc plutôt impliqué dans la phagocytose, et c'est des neutrophiles aussi qui ont un rôle un peu plus spécialisé dans l'immunité donc innée. Vous verrez tout ça. Ces deux cellules interagissent ici, peu importe, ça pourrait être une seule cellule. Mais vous avez la fonction de COX-2 habituelle qui, à partir de l'acide arachidonique, induit une réponse inflammatoire. Si COX-2 est acétylé ou si vous avez une activation, par exemple par cette interleukine ici, le IL-4, de la 15-lipoxygénase dont je viens de parler, vous avez du 15-HET dans une forme ou dans l'autre, mais ça a le même effet, qui ensuite peut diffuser aux cellules voisines et éventuellement participer à d'autres processus, notamment à la synthèse successive par la cellule à côté des dérivés séquentiels qui portent à des lipoxines et qui vont avoir donc un rôle de résolution de l'inflammation, donc anti-inflammatoire. Donc on commence par voir ça. Si on met l'aspirine ou si on a la sécrétion de cytokines de ce type, on se retrouve dans une réponse inflammatoire bloquée, résolue. Et comme vous voyez, ça implique souvent plusieurs cellules, types cellulaires différents qui interagissent entre eux. D'accord ? Et qui ont les uns ont certaines enzymes, les autres d'autres enzymes, et donc ça permet d'enchaîner les réactions de cette manière entre les cellules différentes. Et voilà, donc un peu en synthèse, donc il y a donc dans les dérivés de l'acide arachidonique et le rapport avec l'inflammation, il y a des leucotriènes, notamment de cette série 2 qui a 4 doubles liaisons sur les leucotriènes, on l'a vu tout à l'heure, et qui sont produits par une lipoxygénase appelée 5-LOX, donc différente de la 15-LOX qu'on vient de voir, et ils ont une action surtout pro-inflammatoire. Certains sont impliqués dans l'asthme, très bien. Ensuite, on a vu les lipoxines, et là, elles sont au départ activées en général par la 15-lipoxygénase, mais ensuite la 5-lipoxygénase participe à augmenter des hydroxyles. Okay, très bien, et là, c'est une action anti-inflammatoire. Ensuite, les dérivés de l'EPA et de HA qu'on a vu juste au début, quand on a présenté les eicosanoïdes, s'appellent Resolvine, et aussi ont un effet plutôt anti-inflammatoire. Donc, c'était oméga 3, oméga 6. Et la différence entre ces deux catégories d'éicosanoïdes.
Et donc, de plus en plus de nouveaux dérivés des icosanoïdes sont identifiés. Il y a une complexité et des rôles aussi qui dépendent du contexte. C'est en fait une mine d'or hein, pour les boîtes pharmaceutiques, parce que toutes ces différentes molécules ont des effets qui peuvent être mimés ou antagonisés par des analogues artificiels. Et leur diversité permet en fait d'avoir une panoplie, de concevoir une panoplie de traitements tout à fait différents, sauf que, évidemment, il y a une grande complexité dans leur mode d'action. Et voilà, donc il y a beaucoup de traitements qui sont développés par des analogues synthétiques. Lipides complexes. Alors, juste un mot sur le lipidome avant d'en reparler éventuellement à la fin. Quand on parle de métabolome, notamment le métabolisme central, en fait, on parle d'environ 3000 métabolites. C'est un nombre, parfois on vous dit 4500, ça dépend. Endogènes, hein, produits chez l'homme, non pas ceux qui viennent de l'extérieur, il y en a, je sais pas, 10 000 chez les plantes, ça dépend. Mais produits chez l'homme, 3000. Et donc c'est un petit nombre, hein, par rapport à 20 000 gènes, on parle d'1 million de protéines, et qui sait peut-être plus. C'est un petit nombre parce que ce sont en gros les unités fondamentales des composés organiques, et on les étudie en tant qu'unités fondamentales. Dès qu'ils se polymérisent, est-ce que c'est encore du métabolome ou pas? Dans le cas du génome et du protéome, non. Hein, là, c'est des polymères d'acides nucléiques ou d'acides aminés. Ce n'est plus du métabolome, très bien. Dans d'autres cas, c'est moins clair. On a des oligomères de quelques métabolites, etc. Donc, c'est difficile à définir. Mais si on garde que les unités à peu près fondamentales, on va dire que c'est 3000. Or, le lipidome, c'est différent parce que c'est des lipides complexes qui sont donc en quelque sorte des oligomères, et avec une diversité de variations sur les thèmes de ces acides gras couplés, et aussi des molécules genre sucre, etc., qui sont rajoutées, qui est absolument énorme. Et donc, il y a plus de 30 000 types différents de lipides complexes endogènes. D'accord ? Donc là, on a des situations semblables aux disciplines qui s'occupent de polymères, d'informations biologiques, etc. On n'est plus juste dans la production d'énergie, l'anabolisme, etc. On sort un peu de ce cadre. Et on l'a vu hein, avec l'intérêt qui est porté par les boîtes pharmaceutiques sur la diversité de ces, notamment des eicosanoïdes au sein de ce lipidome. Donc voilà, d'un côté, c'est en gros des polymères. Mon lipidome, c'est plutôt des oligomères, mais extrêmement riches en diversité. Par contre, les métabolites, plutôt des monomères. D'accord ? Et après, il y a aussi des oligomères intermédiaires, mais en fait, en hôpital, on ne s'en occupe pas beaucoup à l'hôpital. Donc voilà, juste pour bien voir ce que c'est que les lipides complexes. Là, les lipides complexes, ça comprend aussi les stérols, mais les stérols sont un peu à part, parce que là, il n'y a que de l'acétyl-CoA qui est mis en cause. Ici, il y a des dérivés de l'acétyl-CoA, donc les acides gras à la fois saturés et insaturés, ça dépend. Ça peut être l'un ou l'autre, les deux. Et qui sont donc conjugués à un glycérol phosphate ici, pour les triglycérides. Ensuite, si on remplace l'un des acides gras sur le glycérol par un phosphate, on a des phospholipides en rajoutant, en fait, si le phosphate est en plus rajouté à un résidu autre, R, avec donc une structure quelconque, un sucre par exemple. Et après, il y a d'autres structures dont on ne va pas parler vraiment, le plasma halogène ici, et surtout les sphingolipides, qui sont importants parce qu'ils impliquent, donc, ils sont très importants pour la structure des membranes. On va en dire seulement un mot tout à l'heure, et qui implique donc une sérine qui a été branchée ici, et ensuite aussi un résidu quelconque qui est rattaché à cette structure de base de sphingolipides. Et donc la biosynthèse des triglycérides est commune à celle des phospholipides, en passant par le glycérol phosphorylé. Et donc, notamment, les phospholipides sont générés à partir de cette voie commune par l'intermédiaire appelé phosphatidate, qui est indiqué ici, et qui est simplement le glycérol avec 2 acides gras, plus un phosphate, mais sans encore le résidu R ou X, là, appelé, de ce côté-là. Donc ça, c'est un phosphatidate. Et à partir du phosphatidate, on va rajouter, par exemple, un inositol, un sucre réduit, et on va créer de cette manière-là un phosphatidylinositol, qui est intéressant notamment pour la voie des PI3 kinases, qu'on a vu, c'était en amont de mTOR dans le rôle de la prolifération cellulaire.
D'accord? Ça, c'est juste un exemple. Et on va le voir un peu mieux ici. Voilà la structure à nouveau, celle qu'on va peut-être même utiliser tout à l'heure pour illustrer un peu le fonctionnement de ces voies. Il y a le glycérol ici avec ses 3 carbones, les 2 acides gras, le phosphate et le sucre, disons, qui a été rajouté ici. Comment ça se fait? D'abord, le phosphatidate ici est accroché à un CMP, en l'occurrence à partir d'un CTP, d'accord? Donc c'est une cytosine monophosphate qui est accrochée à la fin, et ensuite on rajoute un inositol ici, en remplaçant donc le CMP résiduel par l'inositol, et on a le phosphatidylinositol qui lui est le phospholipide. Et ça c'est une synthase. Voilà, juste pour vraiment bien clarifier les choses. Et donc, voilà comment ça se passe en synthèse. Vous avez d'abord la production de glycérol 3-phosphate à partir de la glycolyse, voire éventuellement aussi par une néoglycogénèse partielle qui remonte jusqu'à ce niveau-là dans la voie du glucose. Et à partir du glycérol 3-phosphate, vous allez rajouter 2 acides gras à côté du carbone avec le phosphate. Donc là, vous avez le phosphatidate qui va donc générer des phospholipides. Ensuite, soit vous allez déphosphoryler ça avec la protéine lipine et vice-versa. Avec le diacylglycérol kinase, vous pouvez remonter. C'est des réactions inverses. Et là, vous avez donc tout ce système-là qui concerne donc les phospholipides et l'intervention des phospholipases dont j'ai montré ici à quel niveau elles interviennent pour couper les phospholipides et en réguler donc la concentration, donc phospholipase A2, A1, qui vont, en coupant de la manière que je vous ai rappelé là-bas, donner soit du lysophosphatidate, qui est le phosphatidate moins un acide gras, et sinon phospholipase D, le retour au phosphatidate lui-même, la phospholipase C, production de diacylglycérol, qui, eux, ont un rôle notamment dans la signalisation de la protéine kinase C. Et ensuite, la voie, elle peut continuer, lorsqu'on a un diacylglycérol ici, pour faire des triglycérides, donc en mettant un 3e acide gras là. Et ensuite, on peut redégrader ici, remonter à nouveau là, dégrader avec ATGL, sinon DGAT. Après, la hormone sensitive lipase ici, qui va enlever l'un des 2 acides gras pour arriver à un seul acide gras, donc monacylglycérol, qui est précurseur des endocannabinoïdes. Donc, bon. Et ensuite, production de glycérol. Éventuellement, après, on peut remonter et faire un cycle, mais seulement dans le foie avec la glycérol kinase, peu importe. Ici, donc, vous avez les phospholipides, ici les triglycérides, qui sont simplement ça, à strictement parler des triacylglycérols, appelés TAG aussi. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, la manière dont se passe la production, la spécificité enzymatique est telle que les diacylglycérols, donc 2 acides gras produits reliés au glycérol, sont différents s'ils proviennent d'une phospholipase C notamment ou de ces enzymes-là. Et vous avez donc, quand vous retrouvez avec 2 acides gras, évidemment celui-là qui est appelé 1,3, parce que c'est les carbones 1,3, il est différent de ces deux-là, mais la distinction, et qui s'appelle 1,2 ou 2,3 en fonction de ses positions, mais la différence entre ces deux-là, si vous voyez, vous pouvez inverser dans les deux sens. En réalité, il n'y a aucun moyen de la concevoir avec un schéma de ce type. C'est une stéréochimie, encore une fois, ces aspects en miroir. Et donc, on peut numéroter de 1 à 3 les carbones pour des raisons de stéréochimie. Et ces molécules-là, donc SN12 ou SN23, sont tout à fait différentes et représentent donc des pools différents. L'une dans la signalisation, l'autre en fait dans la production, pas des triglycérides, qui sont la manière de stocker simplement de la graisse sans vraiment une fonction de signalisation bien différenciée. D'accord ? Tout ça a été expliqué ici donc, dans le polycopier. Donc le carbone 2 du squelette glycérol est stérifié et asymétrique. Les diacylglycérols donc, de type SN12 sont différents de ceux 1,3 et 2,3. Et donc les uns sont impliqués dans les phospholipides, dans la signalisation, les autres pas. C'est plutôt dans leur stockage sous forme de triglycérides. Et donc il y a aussi une compartimentation intracellulaire qui est différente et qui sépare les poules même physiquement.
mais ils sont aussi différents sur le plan enzymatique. Et là encore, pour illustrer ça, c'est que la ATGL impliquée donc dans les lipases des triglycérides du tissu adipeux, hein, c'est ça ce que ça veut dire, elle va produire de SN1,3-diacylglycérol et SN2,3-diacylglycérol, mais pas le 1,2-diacylglycérol, SN étant donc une numérotation stéréospécifique, ça veut dire ça, contrairement donc aux phospholipases dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a tout ce phénomène-là? En gros, on est en train de libérer ou stocker des acides gras en même temps qu'on a des fonctions de signalisation propres aux phospholipides. Et donc, selon les acides gras qu'on libère, on peut avoir des rôles dans l'inflammation avec les eicosanoïdes, comme on l'a dit. Mais sinon, libérer des acides gras pour faire de la bêta-oxydation. Et par exemple, ces gènes-là, comme le lipine, sont impliqués aussi dans la régulation de ces processus-là. Et sinon, les acides gras sont aussi disponibles pour rentrer dans d'autres voies, comme la production de sphingolipides. D'accord ? Donc, il y a un pool d'acides gras qui interagit avec la production des lipides complexes. Et je vous avais fait un schéma aussi pour vous dire en quoi la signalisation peut se complexifier avec cette voie-là. Nous sommes ici, hein, donc à HPAT, ici, et dans la production donc, des phospholipides. Et ensuite, avec le retour en arrière par la phospholipase A2. Donc, comment on peut concevoir en fait une régulation des fonctions des phospholipides et notamment des acides gras rattachés aux phospholipides, notamment eicosanoïdes, dans le contexte de ce qu'on a vu précédemment sur cette classe de lipides. Vous avez un lysophosphatidate ici, qui donc manque d'un acide gras. On lui accroche un acide arachidonique, vous voyez ici par exemple, et ensuite, avec une synthase, on rajoute au l'inositol, par exemple. On a un phospholipide. Ensuite, la phospholipase A2 peut dégrader ce phospholipide en lysophosphatidate, ce qui va donner de l'acide arachidonique, qui lui peut être maintenant être hydroxylé en 15-HEET, et en même temps être à l'origine de la production de prostaglandine pro-inflammatoire. Donc, dans une situation comme ça, vous pouvez dire ça va être pro-inflammatoire et ça va être anti-inflammatoire en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut induire l'inflammation et là, ne pas l'arrêter pour l'instant, ne pas la résoudre pour l'instant. Et donc, on va réaccrocher le 15-HET au lysophosphatidate. Donc, en fait, on a enlevé de l'acide arachidonique, on l'a transformé en 15-HET et hop, on le réaccroche. Et on fait du phosphatidate qui, cette fois-ci-là, contient du 15-HET et pas de l'acide arachidonique. Entre-temps, l'inflammation est en cours et on a stocké du 15-HET pour une signalisation retardée sous forme de phospholipides. Et ensuite, on relargue le 15-HET à nouveau avec la phospholipase A2. Et cette fois-ci, avec la 15-LOX, on va faire des lipoxines anti-inflammatoires et arrêter l'inflammation. D'accord ? Vous voyez, il y a un phénomène de stockage. C'est ça le système qui met en jeu tout ce métabolisme-là. Et c'est donc une manière d'avoir des effets très, très importants avec une concentration d'éicosanoïdes qui, à chaque fois, est assez massive. Et on appelle ça la tempête des éicosanoïdes, un peu comme on parle d'une tempête des cytokines lors des régulations très brutales de l'inflammation. Donc, dans ce cas-là, avec une production et stockage très important d'éicosanoïdes avec des rôles opposés. Donc voilà, la libération et estérification d'acides gras insaturés régule l'inflammation dans la cellule. Donc c'est l'une des fonctions principales des éicosanoïdes, mais on en a vu d'autres de fonctions. Et ensuite, on peut dire qu'il y a des déficits héréditaires affectant des gènes individuels de cette voie-là de synthèse des glycérophospholipides. Et souvent, ce sont des atteintes hépatiques avec une accumulation de graisse dans le foie, une stéatose hépatique, ou une lipodystrophie ou une myopathie, donc associée avec ces gènes-là, des mutations dans ces gènes-là notamment. Dans un cas aussi décrit récemment, il y a aussi une maladie neurodéveloppementale sévère pour une protéine qui régule la phospholipase A2, et qui est indiquée là, donc pour information. Voilà. Et donc, les phospholipides, et avec ce cycle de stockage, déstockage, etc., et en rapport avec les triglycérides, vous voyez quelque chose de très dynamique. Par contre, dans les sphingolipides, c'est vraiment un processus
très linéaire, bon, branché bien entendu, et qui conduit à la formation de lipides qui sont structurellement très stables et qui servent à constituer des parties de la membrane qui servent en fait, de soutien physique à tout un tas de processus. On appelle ça des lipid rafts. Et donc c'est quelque chose de très structuré. Et à la fin, en fait, il n'y a pas beaucoup de turnover. On les dégrade en bloc et dans les lysosomes une fois qu'on les a utilisés. Et dans cette dégradation-là, il y a les maladies lysosomales, des maladies lysosomales importantes qui y sont associées, donc aux maladies de Gaucher, Fabry, Tay-Sachs et ceux qui ont en fait maintenant retrouvé un intérêt très large à cause du développement d'enzymothérapies en fait, qui sont plus ou moins efficaces selon les maladies et qui donc représentent quand même un arsenal thérapeutique intéressant qui a précédé maintenant le développement de thérapies géniques et qui probablement sera supplanté quand même par les thérapies géniques, mais pendant des années, les enzymothérapies pour ces maladies ont été quand même un bel espoir avec quelques succès. Cholestérol. Donc, importance biologique du cholestérol, totalement insoluble dans l'eau. Donc, il n'est retrouvé que dans les membranes cellulaires, et sous forme libre ou d'ester de cholestérol. Il est le précurseur des acides et des sels biliaires, des hormones stéroïdes, de la vitamine D. On le retrouve à cette concentration-là dans le sang, surtout lié aux lipoprotéines qu'on va voir tout à l'heure. Et la forme majeure d'expression, ce sont les sels biliaires. Et c'est quoi le cholestérol? C'est un polymère cyclisé à partir donc, de dérivés de l'acétyl-CoA. L'unité de base est appelée isoprène, avec 5 carbones, et c'est la structure que vous voyez là, avec une tête et une queue. Et donc il est très stable, comme d'autres polymères cyclisés d'isoprénoïne, et donc il ne peut pas être dépolymérisé, il doit être excrété comme tel. Et vous voyez la manière dont il se forme à partir d'une chaîne linéaire qui est appelée squalène. Et ensuite, cette chaîne se réarrange, se réoriente de façon à permettre la production de cycles multiples qui sont ici ou là, selon que vous êtes dans les prokaryotes et les eucaryotes. Et c'est donc ici un stérol, dérivé du cholestérol dans les eucaryotes. Donc vous voyez, c'est ce processus-là. Et pour en arriver au squalène, vous avez ce processus-là. Vous partez d'un dérivé de l'acétyl-CoA, de 3-acétyl-CoA, qui est le 3-hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA, qu'on avait vu lors de la cétogénèse et cétolyse, et qui, en utilisant du NADPH là, avec une flèche ici, et de l'NADPH là à la fin aussi, c'est la synthèse du cholestérol est aussi NADPH dépendante, et ben on va créer cette chaîne par des multiples de 5, avec des dérivés en 5 carbone ici, qui deviennent à 10 ici, à 15, jusqu'à 30. Et ça, c'est le précurseur de la cyclisation en cholestérol. D'accord, il y a juste à avoir une notion de la manière dont ça se fait. Et donc, une vue d'ensemble, elle est là, avec tous les dérivés ici, qu'il ne faut pas apprendre, et des inhibiteurs, notamment les statines, qui agissent au niveau de la HMG-A, HMG-CoA réductase, qui est là. D'accord. Et ensuite, un autre ici qui est moins important, avec toutes les structures qui se mettent en place de cette manière-là. D'accord. Et les dérivés, donc le cholestérol à la fin, les dérivés ici. Et si on reprend aussi d'une autre manière cette voie, jusqu'au cholestérol et au-delà, vous voyez quelles maladies principales sont associées à des déficits de cette voie de synthèse. Là, l'acidémie mévalonique ici, qui est une maladie inflammatoire qui peut être très grave ou parfois moins grave, et qui correspond à la mévalonate kinase. Après, le syndrome de Sjögren-Larsson, une maladie neurodermatologique. Et il ne faut pas retenir ici un problème d'absorption de stérols d'origine végétale qui peuvent être toxiques. Là, c'est des transporteurs. Sinon, une xanthomatose cérébrotendineuse dans la voie de synthèse des acides biliaires. Ok, très bien, quelque chose qui aussi peut être intéressant avec des manifestations de type d'accumulation de cholestérol. Et sinon, ici, la dernière étape de synthèse du cholestérol, catalysée par le DHCR7, qu'on va reprendre, et qui est associé au syndrome de Smith-Lemli-Opitz,
Je ne sais pas si on vous en a parlé en génétique, c'est une maladie donc développementale assez importante. Je vais vous en dire un mot. Ça correspond pratiquement à une carence congénitale en cholestérol parce que la voie de synthèse elle est bloquée juste à ce niveau-là. Et c'est donc l'enzyme, c'est la 7-déhydrocholestérol réductase. Et la manifestation clinique est parfois quasi nulle en fait, et parfois au pire létale in utero. Et entre les deux, il y a des anomalies crânio-faciales à la naissance avec une syndactylie cutanée, donc de doigts rattachés par la même peau, ou une polydactylie, un doigt supplémentaire, des anomalies génitales chez les garçons et d'autres. Donc c'est vraiment une maladie du développement au sens strict. Et sa sévérité donc, semble varier un peu en fonction de la réduction de cholestérol. Plus il est réduit, plus c'est sévère dans la circulation. Et aussi, ça doit varier probablement en fonction de l'apport de cholestérol maternel. Et donc la plupart de ces anomalies-là, ça s'explique par une fonction particulière du cholestérol qui est en fait dans l'estérification des protéines. D'accord ? Et notamment une protéine estérifiée par le cholestérol est la protéine appelée donc, de la famille Hedgehog. Il y a 3 gènes chez l'homme qui s'appellent Indian Hedgehog, Sonic Hedgehog, Desert Hedgehog. Bon. Et qui ont donc une modification post-traductionnelle avec clivage de ces terminales et stérification par le cholestérol. Il y a aussi une palmitoylation en N-terminal de la protéine. Et les effets de ce couplage du cholestérol à la protéine sont de confiner la protéine à la membrane plasmique à cause de l'hydrophobicité du cholestérol et donc de permettre une solubilisation régulée, notamment par des protéines spécifiques qui s'appellent sterol binding domains, où on le permet aussi le transport dans les lipoprotéines, exosomes, etc. Il y a un récepteur spécifique d'ailleurs qui s'appelle PAGed et aussi un corécepteur qui est un récepteur aux LDL. Et on va voir, c'est des lipoprotéines. Hein. Donc vous voyez, le rapport avec le cholestérol est très étroit. Et les fonctions biologiques donc des gènes, donc indépendamment du problème du SLOS, qui est vraiment le problème du métabolisme de la synthèse du cholestérol, si vous avez des mutations dans les gènes qui nécessitent le cholestérol, notamment Sonic Hedgehog, vous avez des problèmes donc, du développement aussi qui touchent la ligne médiane de l'organisme et au maximum se présentent comme une holoprosencéphalie, donc une cyclopie en fait, et des implications diverses et variées dans des gradients développementaux comme les gradients qui sous-tendent la formation des mains avec la définition de chacun des doigts. Et ensuite, Desert Hedgehog, par contre, est impliqué dans la masculinisation. Lorsqu'il y a une mutation Desert Hedgehog, vous avez réversion sexuelle de mâle en femelle. Hein, donc les anomalies chez le garçon que vous retrouvez avec le cholestérol, le SLOS, sont tout à fait comparables à ça. Et voilà un problème de cyclopie holoprosencéphalie. Et juste vous citer quand même un livre assez intéressant réalisé par quelqu'un qui travaillait ici et qui est donc juste un clin d'œil sur les rapports qu'il faudrait étudier de plus en plus et qui ne sont pas encore très connus entre le métabolisme et le développement. Et donc dans un hôpital pédiatrique notamment comme Necker, cela est très important. Ensuite, l'hypoprotéine. Donc, les lipoprotéines sont une manière de transporter des triglycérides et du cholestérol, en gros. Et il y a un noyau lipidique très hydrophobe à une surface relativement hydrophile, ce qui leur permet de circuler dans le sang. Et le noyau, donc, constitué de triglycérides et d'esters de cholestérol. Il y a des phospholipides autour du cholestérol libre. Et il y a plusieurs protéines associées qui s'appellent apolipoprotéines, avec des domaines hydrophobes et hydrophiles évidemment orientés de la bonne façon par rapport au plasma. Vous voyez ici une représentation avec tous les éléments dont on a parlé pour avoir une idée de sa structure. Et il y a 3 fonctions, donc soit apporter des triglycérides, ça c'est plutôt les VLDL, soit apporter du cholestérol, c'est les LDL, notamment entre le foie et qui reçoit tout ça de l'intestin et les tissus périphériques. Et ensuite, donc VLDL, LDL, et pour les HDL, le retour au foie de ce qui n'a pas été utilisé par les tissus périphériques, notamment en termes de quantité de cholestérol. Et vous voyez qu'on les appelle VLDL, IDL, LDL, HDL en termes de densité. La densité, elle est d'autant plus faible. Vous voyez, elle baisse en montant ici. Donc ça, c'est peu dense, ça, c'est très dense. Et en fonction inverse donc, de la taille
Et la quantité en triglycérides, vous voyez qu'elle est versus cholestérol, elle est variable. Le cholestérol étant pas très élevé ici et là. Les chylomicrons, c'est la manière dont en fait, les triglycérides arrivent de l'alimentation, de l'intestin, transformés en VLDL rapidement, avec une quantité donc, de cholestérol qui est très importante dans les LDL, là cette partie claire, et moins importante dans toutes les autres lipoprotéines. Et en gros, juste pour vous rappeler ce que j'ai dit, chylomicron, ça arrive ici, ça fait LDL, LDL, tissu, le LDL peut revenir ici, le tissu renvoie des HDL vers le foie, et après excrétion par les selles biliaires. Vous verrez des schémas d'une complication épouvantable, mais l'essentiel c'est ça, dans la littérature. Et donc, les fonctions des apoliprotéines, ce sont en fait des protéines indispensables à la synthèse des lipoprotéines, notamment ces deux-là. Et elles servent à activer les enzymes, notamment la lipoprotéine lipase, qui libère les triglycérides ensuite pour qu'ils soient utilisés par les cellules. Et aussi, elles ont des rôles de reconnaissance de récepteurs aux lipoprotéines qui sont présents sur les cellules pour internaliser ces particules. Et voilà un exemple de maladie important, il y en a d'autres. L'hypercholestérolémie familiale, mutation du gène LDLR, qui est le récepteur aux LDL, hérédité autosomique, soit récessive, soit dominante, et dans ce cas-là, maladie très fréquente, sur 500, génétique, bien entendu, avec production donc, sur le plan clinique de xanthome, athérome, donc ce que vous voyez, indiqué là, et un risque cardiovasculaire très important, dans l'enfance pour les homozygotes et les dominants négatifs hétérozygotes plus tard, vers les 50 ans. Donc le diagnostic se fait par un bilan lipidique et une étude moléculaire, comme souvent avec une étude fonctionnelle et une étude entre guillemets fonctionnelle dans ce cas-là, de marqueur on va dire, et une étude moléculaire, de la recherche de mutations. Et il y a comme traitements principaux, ça peut aller jusqu'à la transplantation du foie, mais sinon c'est souvent des statines, donc des inhibitions de la HMG-CoA réductase au début de la biosynthèse du cholestérol, ou sinon d'autres moyens, comme c'est celui qui est indiqué là. Et juste comme ça, un premier contact peut-être avec ce que c'est qu'un bilan lipidique standard en biologie médicale, vous allez le revoir. Je vous ai mis aussi une référence ici, si jamais vous voulez en savoir plus. Mais en général, ce qu'on dose, c'est le cholestérol total, les triglycérides à jeun, et après l'HDL cholestérol, HDL-C, et à partir de là, on calcule le LDL cholestérol, LDL-C, en soustrayant le HDL-C et un cinquième des triglycérides en grammes par litre, s'il n'y a pas trop de triglycérides, donc si on est à jeun, du cholestérol total. Et sinon, on peut aussi calculer ce qu'on appelle le non-HDL-C, cholestérol, qui est simplement le CT moins le HDL-C. Et dans ce cas-là, on peut le faire aussi si on n'est pas à jeun. Et voilà, les statines, le rôle des statines étant de baisser la quantité de cholestérol. On a comme seuil actuellement et un objectif de réduire les LDL-C à moins d'1 gramme par litre et les non-HDL-C à moins d'un 30 grammes par litre. Vous voyez, c'est assez simple. Franchement, il ne faut pas le retenir. Vous allez revoir ça, ça sera utile pour l'internat. Ça va peut-être changer d'ici là d'ailleurs, mais pour l'instant, c'est ça. Et sinon, on peut faire d'autres examens, mais c'est voilà, moins standard. Et donc, vous voyez, le but d'utiliser les statines est donc de diminuer les LDL, qui sont donc le reflet de l'accumulation de cholestérol, parce que c'est là où il y en a le plus, et c'est ce qui est en train d'aller au tissu quand même. Et alors que l'HDL, c'est au retour au foie. Et donc, on parle souvent de ces LDL comme le mauvais cholestérol, mais bon, j'aimerais juste nuancer ça. Après, c'est voilà, un domaine très large, très controversé, mais autant les statines diminuent les LDL et en même temps diminuent le risque cardiovasculaire, donc peut-être en partie via la baisse des LDL, mais d'autres moyens de diminuer les LDL, soit n'ont aucun effet en fait, même si ça a été controversé quand même. Donc le remplacement des acides gras saturés par des acides gras insaturés dans l'alimentation était connu pour diminuer la concentration d'LDL. Par contre, c'est vraiment pas clair que ça diminue le risque cardiovasculaire. Ça a l'air de ne avoir aucun effet sur le risque cardiovasculaire. Donc
Voilà, c'est pas vrai que les acides gras insaturés sont bons pour la santé à ce niveau-là. Et au contraire, par exemple, vous pouvez baisser les LDL comme avec un traitement par la thyroxine, l'hormone thyroïdienne, et dans ce cas-là, vous avez un risque cardiovasculaire plus élevé. Donc, il n'y a pas de relation systématique entre une baisse des LDL. C'est le contexte qui compte, il faut bien le comprendre. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, lorsqu'on est en médecine, on a des situations un peu comme ça qui sont un peu difficiles à cerner, on cherche à avoir plus de marqueurs, à avoir une connaissance du contexte sur le plan biologique beaucoup plus important. Donc, l'intérêt de la biologie moléculaire. Donc, est-ce qu'il faut stratifier les patients et voir si, en effet, en regardant de plus près, on peut voir des effets plus spécifiques, soit avec des analyses génomiques, trouver des SNP, ce que vous voulez, qui peuvent conférer des susceptibilités ou des résistances, voire par de la lipidomique et trouver de nouveaux marqueurs. Et donc, on en est là. Et juste donc, plein de marqueurs. Et plein de marqueurs dans les lipides complexes, ça s'appelle lipidomique. Et comment ça se fait? C'est par spectrométrie de masse la plupart du temps. Ça peut se faire par d'autres moyens aussi. Et là, je voulais vous donner juste un exemple pour vous montrer la puissance de ces approches avec une application en anatomopathologie. Donc là, vous avez une coupe ici, colorée de la manière standard, la plus habituelle, hématoxyline et éosine, donc qui colore les noyaux ou le cytoplasme. Et là, vous avez la même coupe à laquelle on a appliqué une sonde qui a induit une ionisation de la surface et libéré donc des ions correspondant à des molécules de lipides complexes. Et cette coupe donc, a été ensuite représentée avec des espèces de lipides spécifiques correspondantes à des types cellulaires ou processus physiopathologiques différents. Et donc, avec le code couleur, on va vous dire, ici, il y a un certain lipide, ici, il y en a un autre, un certain groupe, c'est des combinaisons de lipides ici, là et là, et qui, en fait, correspondent à cette heatmap, là, cette cartographie en couleur, en chaleur, où vous voyez que beaucoup de lipides ici, indiqués avec leur nom en code, chacun pour une colonne, sont abondants ou pas abondants d'une manière spécifique selon des endroits du foie, en l'occurrence, qui sont soit normales, soit une tumeur, en l'occurrence, soit un processus inflammatoire, soit une fibrose, ou carrément une nécrose. Et vous pouvez distinguer tout ça au lieu d'utiliser des marqueurs, des anticorps, ce que vous voulez, c'est extrêmement compliqué, dans des coupes à chaque fois différentes. Vous avez une seule coupe, faites tout ça d'un seul coup, avec beaucoup d'informations, parce que vous voyez, il y a tous ces marqueurs-là qui peuvent vous donner une assurance de plus en plus grande sur la qualité de l'identification du tissu. Et vous le voyez d'une manière extrêmement précise. Donc vous pouvez faire ça. Pour certaines approches, vous pouvez le faire même en périopératoire. Donc le chirurgien donne la coupe, spectrométrie de masse. Résultat, voilà, est-ce qu'on est au bon endroit? Non, il faut aller un peu plus loin. Bon, on coupe un peu plus loin et on fait une exérèse de tumeur de cette manière-là. D'accord? Selon les techniques, on peut le faire en opératoire, en extemporané. Et donc, vous pouvez comprendre qu'à l'hôpital, non seulement en péropératoire, mais en général, ces omiques doivent être quand même des techniques robustes, rapides, sensibles et validées. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qui ne se casse pas la gueule toutes les 2 minutes. Il faut que ça marche. Que ce soit rapide, parce qu'on a besoin d'avoir les résultats rapidement. Sensible, c'est-à-dire que ça puisse détecter des petites quantités. Et validé, c'est-à-dire qu'on a bien testé quand même. Et l'autre chose importante, on parle souvent d'analyse ciblée ou non ciblée. À l'hôpital, en fait, la plupart du temps, c'est des analyses ciblées sur des marqueurs prédéfinis dont on sait exactement ce qu'ils veulent dire ou dont on connaît exactement les limites d'interprétation. Donc avec des critères de sensibilité et spécificité statistiques qui ont été évalués avant qu'on les utilise. Et en plus, dans le métabolome en tant que tel, juste en aparté, il faut une quantification absolue, il faut des concentrations précises, en grammes par litre, ce que vous voulez. Dans le lipidome, par contre, le plus souvent, on a des caractères de semi-quantification, c'est-à-dire il y en a un qui est plus élevé que l'autre, mais on ne sait pas exactement de combien, et pour des raisons diverses et variées. Et vous avez plutôt de heatmap, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est une expression relative.
Et les approches non ciblées dans lesquelles on regarde plein de molécules, plein d'ions, on ne sait pas ce que c'est, et on ne les a jamais été vus avant, etc. Pour découvrir quelque chose, elles sont optionnelles. On peut les utiliser dans des cas désespérés, mais c'est vraiment très difficile à interpréter. Donc, les analyses statistiques multivariées qui essaient de faire sortir ces profils sont aussi optionnelles à l'hôpital. Elles sont très importantes en recherche, mais optionnelles à l'hôpital. Et donc, il y a cette dichotomie. Est-ce que vous avez des biomarqueurs, des métabolites, des lipides qui sont évidents, donc que vous pouvez utiliser de manière très spécifique, très sensible, très robuste? Oui ou non? Oui, vous pouvez faire une application hospitalière. Et à la fin, vous essayez de faire donc une approche multiplexe avec oligo-marqueurs, avec un nombre aussi limité que possible de marqueurs, donc dans un but ciblé. Et en fait, après, une société pharmaceutique va développer un analyseur, un logiciel avec un kit de dosage, et c'est avec ça que vous pouvez travailler. Par contre, en recherche, vous êtes libre, et c'est là où il y a une importance d'avoir un peu plus de finesse. Il faut faire des grandes cohortes, faire de la recherche de toutes sortes, clinique et appliquée ou un peu plus fondamentale, d'accord? Et test de nouvelles technologies, et ainsi de suite. Voilà, très bien pour les omics. C'est très important parce que vous serez confronté à des choix, même si vous n'allez pas être nécessairement biologiste, médicaux, mais n'empêche que vous serez en contact avec des biologistes, et donc il faudra faire des choix. Hein. Et donc, classification des maladies. Donc, juste une vue synthétique des maladies héréditaires du métabolisme. J'ai pris ça, en fait, d'un symposium donc, où ce monsieur Jean-Marie Saudubray, qui était chef de service de métabolisme jusqu'à il y a quelques années à Necker, et qui était l'un des grands experts, qui a écrit quelques livres sur la classification des maladies métaboliques au niveau mondial. Et donc, en fait, vous avez les trois catégories dont on a parlé au tout début. Non, en fait, au début du deuxième cours, quand on a introduit les urgences métaboliques. Et il y a le métabolisme intermédiaire hors maladie énergétique. Sinon, les maladies énergétiques. 3, les molécules complexes. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est juste les catégories principales dans lesquelles on les classe, avec le nombre de gènes connus pour donner des mutations, et donc le nombre de maladies génétiques connues. Vous voyez un très grand nombre de maladies liées à la chaîne respiratoire, strictement, plus d'autres mitochondriales qui peuvent assister. Et sinon aussi dans les aminoacidopathies, acidémie organique, que vous allez voir avec Bernadette Chadefaux dans les cours qui suivront, aussi les neurotransmetteurs que vous verrez avec elle. Et ensuite, les synthèses d'acides aminés, effets cérébral, les transporteurs, on en a vu quelques-uns. C'est la glutamine synthétase, ce genre de choses qu'on avait vu dans l'anabolisme. Et voilà, tout le reste, vous voyez aussi que, bizarrement, les purines, pyrimidines et nucléotides sont mis dans les molécules complexes dans cette classification. Ça dépend. En quelque sorte, les nucléotides ou les nucléosides sont effectivement un peu complexes. En fait, c'est l'union de deux molécules, mais purine, pyrimidine, pas vraiment. N'empêche, voilà, une caractéristique à part. Après, éventuellement, on sort un peu du métabolisme classique, mais il y a un chevauchement de plus en plus important avec l'autophagie ici, ou la traduction, là, les tRNA synthétase. Donc après, voilà. Et en gros, il y a 550 gènes au moins, peut-être quelqu'un dit plus, quoi. Ils sont en train d'être découverts à une très grande vitesse, notamment grâce aux analyses de génome, en fait, dans les maladies héréditaires du génome. Donc c'est environ 10% des gènes appartenant à ce qu'on appelle le mendéliome ou homimome, parce qu'il y a cette archive appelée Online Mendelian Inheritance in Men, où on liste tous les gènes qui sont découverts au fur et à mesure et qui sont impliqués dans des maladies héréditaires mendéliennes, donc avec des mutations avec un effet très pénétrant, très clair. Donc vous voyez, on a 10% du total. Et ce qui est intéressant, c'est que faire partie du mendéliome, c'est intéressant non seulement pour les maladies mendéliennes et génétiques, mais aussi pour les maladies appelées non mendéliennes, complexes, multifactorielles, qu'il faut intervenir beaucoup de gènes en même temps avec un petit effet chacun, voire des facteurs environnementaux systématiquement avec un petit effet, etc. Et là, je vous signale ce papier assez intéressant qui parlait du Mendelian Code, le code mendélien,
dans lequel il est montré que la plupart des maladies complexes sont quand même associées plus fréquemment à des SNP, en l'occurrence, donc c'est des facteurs de prédisposition, qui touchent des gènes mendéliens. D'accord ? Donc, se concentrer sur les gènes mendéliens, c'est quand même important, non seulement pour les maladies génétiques classiques mendéliennes, mais aussi pour les maladies avec une composante génétique partielle. Et le voilà, ce papier, était en 2013. Si ça vous intéresse, je vous conseille de le lire. Et je vois que là, on est revenu au point de départ et que j'ai fini. Voilà, merci.